Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de rester fidèles au programme de Walf. Bienvenue à votre émission Opinion. Opinion a le plaisir de recevoir ce dimanche Dr Cheikh Gueye. Il est géographe. Docteur, bonjour. Bonjour Pierre. Merci d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. C'est moi qui vous Vous remercie. êtes géographe, spécialiste des territoires et des villes, du religieux, des migrations. Vous avez 48 ans, vous êtes titulaire de géographie de l'Université Louis Pasteur de Strasbourg, d'un DEA en systèmes spatiaux et aménagements régionaux. Votre maîtrise en géographie, vous l'avez obtenue à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Volet expérience professionnelle, vous avez été chercheur chargé de la prospective et des stratégies d'ENDA Tiers-Monde. Vous avez travaillé pour la Banque mondiale sur des questions de société civile et décentralisation au Sénégal. Vous avez été également enseignant vacataire pour les étudiants du DEA de géographie, module l'invention de la ville en Afrique noire à l'université Cheikh Anta Diop. Enfin, vous avez publié plusieurs ouvrages, parmi lesquels on peut en citer quelques-uns. Profil urbain du logement au Sénégal, State of African City, ville du Sud et pourtant elle fonctionne, ENDA édition, Touba, la capitale des Mourides de Paris, Cartelan, IRD, ENDA. L'actualité justement c'est Touba avec la publication de la liste pour les élections locales, le khalife général des Mourides qui a confectionné sa liste. Il se trouve que la liste ne respecte pas ce principe sacro-saint qu'est que c'est une liste non paritaire comme on l'appelle de manière triviale. D'abord, comment en est-on arrivé là, le fait que ce soit le khalife en personne qui confectionne sa liste pour les élections locales? Bonjour Pierre, je remercie Walfadjiri et vous-même pour l'invitation. Je salue également ce dimanche tous les Sénégalais qui nous écoutent. Tout d'abord, je pense qu'il y a un grand quiproquo sur cette question, puisque l'État du Sénégal a toujours considéré Touba comme une ville qui a un statut particulier. Certains même sont allés jusqu'à parler de statut d'exterritorialité. Et ce statut ne vient pas de nulle part. En réalité, tout ce qu'on dit sur cette liste relève d'une certaine ignorance de l'histoire de Touba dans le territoire sénégalais et également de l'histoire de Touba dans le jeu politique et le jeu électoral au Sénégal. On n'a jamais fait les élections à Touba comme on les a faites ailleurs. Les élections locales notamment se sont toujours passées de cette manière-là. Le khalife a toujours choisi au sein de la confrérie, en consultant toutes les catégories, les composantes de la confrérie pour confectionner ces listes. Et c'est une liste unique depuis toujours. C'est une liste qui est surtout faite dans une logique non compétitive. Donc c'est une liste qui ne compétit avec aucune autre liste. Et c'est également une liste qui n'est basée que sur la représentation des grandes familles maraboutiques qui composent la ville de Touba. Donc c'est comme si les Sénégalais découvraient cette particularité, cette spécificité, alors qu'elle a toujours existé et que Touba a toujours fonctionné comme ceci. Mais je pense que la question qui est posée ici, l'aspect électoral n'est qu'un épiphénomène. Oui, en dehors de l'aspect électoral, il y a les textes sur le papier, sur le plan formel, rien ne dit que Touba a un statut particulier. Effectivement, c'est peut-être là que réside le problème. C'est là que réside le problème. L'acte 3 de la décentralisation ne met pas en perspective Touba et des villes comme Touba avec des statuts particuliers. Et pour nous, c'est en tout cas là l'erreur, puisque quand on parle de décentralisation, quand on parle de cohérence territoriale, on doit penser aussi aux exceptions territoriales. Et Touba en a toujours constitué une. Touba, c'est d'abord
et il faut le dire aux Sénégalais, c'est un titre foncier qui appartient au khalife général des Mourides depuis l'époque coloniale. Son origine vient d'une concession foncière qui a été donnée en 1930 par l'État colonial déjà au premier khalife de la confrérie après la disparition de Cheikh Ahmadou Bamba. Cette concession foncière a évolué pendant la colonisation et après l'indépendance, devenant d'abord un titre foncier avant la colonisation, avant l'indépendance, et devenant également, ayant connu plusieurs évolutions, en 1975 par exemple, et encore plus récemment vers 2005, avec l'extension de ce titre foncier à 30 000 hectares, et tout des Sénégalais. Et c'est ça qui fonde le statut particulier de la ville de Touba. Donc c'est comme si l'État, en demandant au khalife de confectionner une liste, entrait dans une maison, dans la propriété de quelqu'un, et s'insère dans la gestion interne de la maison de cette personne. Donc c'est un peu comme ça que l'État a accepté le compromis. Le khalife aussi a toujours accepté ce compromis, que Touba fonctionne quand même malgré tout comme une collectivité locale avec un conseil rural. Et on reviendra sur cette contradiction pour une ville aussi importante que Touba, étant considérée comme une communauté rurale. Mais là, ce qu'il faut relever, c'est qu'il y a un compromis qui a toujours été sur la place et qui est reconnu par l'État et la confrérie, que la liste de la confrérie ne soit pas une liste comme les autres. Oui, sauf que la compromis n'est pas comme compromission. Là, est-ce que vous êtes là en train de confirmer ce qui se dit que Touba est un État dans un État? Je n'irai pas jusque-là, mais je dirais que Touba a un statut particulier. Et les statuts particuliers n'ont en fait rien de particulier dans la construction des territoires. Il faut que peut-être les Sénégalais comprennent un peu mieux que même dans les pays que nous copions, que nous passons notre temps à copier, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie et tous les pays développés ont dans leur construction territoriale, dans leur histoire, des exceptions territoriales, des statuts particuliers. On peut rappeler le concordat qui est accordé à l'Alsace et à la Lorraine. On peut rappeler que déjà même Paris est une ville avec un statut particulier. Toutes les villes du Sénégal qui ont des communes d'arrondissement ont un statut particulier, ils ne sont pas considérés comme les autres communes. Donc ce fait de statut particulier ne veut pas dire État dans l'État. C'est juste des exceptions. Ça soit formalisé. Il faut qu'on dise clairement que Touba bénéficie d'un statut particulier. Exactement. Moi, je pense que pour le moment, c'est ce flou-là artistique depuis l'indépendance qui est le mal, puisque il ne doit pas y avoir de cachotterie là-dessus. L'État du Sénégal doit pouvoir assumer le fait que certaines villes au Sénégal, certaines localités au Sénégal ont un statut particulier. Je pense même qu'il l'accepte. Quand, par exemple, les lois de la République ne s'appliquent pas dans certaines localités, tout le monde le sait. L'acceptation de boire de l'alcool, on ne le fait pas à Cambérène. Il y a des villes où on n'accepte pas qu'on fume. Pourtant, il n'y a rien dans la législation sénégalaise qui l'interdit. Donc cela veut dire que l'État lui-même accepte qu'il y ait des exceptions territoriales. Peut-être que j'irai même plus loin tout à l'heure, mais en acceptant ça, il faut quand même qu'il légifère là-dessus, comme il l'a fait pour le Magal et tout ça, que l'État assume la spécificité que constitue la société sénégalaise dont il est l'incarnation. Oui. C'est ça la véritable question. Pour en revenir à la liste, qu'est-ce qui explique l'absence des femmes dans la liste du khalife, quand on connaît l'importance que donne l'islam à la femme? C'est une question de représentation, là aussi. C'est quand le khalife demande à des composantes de la confrérie de désigner le représentant, ces représentants-là ne peuvent pas
se dire je choisis une femme à gauche et je choisis un homme à droite. C'est la particularité du lieu aussi qui fait que ce sont des responsables qui doivent de leur famille, qui doivent représenter leur lignage ou leur matrilignage dans la liste. Et la liste n'a pas de connotation politique. C'est une liste pour aider à la gestion concertée du territoire de Touba. Et c'est cette logique-là qu'il faut comprendre et non pas considérer Touba un peu comme toutes les autres, parce que ce n'est pas une ville comme les autres. Ça, il faut quand même le dire très clairement. Mais quand même, il y a des femmes qui sont compétentes à Touba et qui pourraient valablement siéger au conseil rural. Évidemment, dans les listes précédentes, il est arrivé qu'il y ait aussi des femmes. Mais je dois dire que là, il y a un choix clair pour la confrérie de ne pas faire jouer la parité dans la liste électorale de Touba. C'est un choix clair. Qu'est-ce que justifie ce choix? Non, parce que d'abord, comme je vous dis, cette loi, les gens ne se reconnaissent pas dedans. Il faut aussi dire les choses dans le fond. C'est une loi qui a été votée, effectivement, qui concerne tout le territoire sénégalais, mais comme je vous dis, Touba n'est pas lié, n'est pas lié. Voilà. À respecter cette loi-là. Voilà, comme pour d'autres lois qui existent au Sénégal, qui concernent le territoire sénégalais, mais que Touba n'applique pas dans son territoire. Donc, si je comprends bien, il n'y a aucune chance pour que le calife revienne à sa décision, c'est-à-dire comme respecter les recommandations de la Sénat, qui est la commission en charge de l'organisation des élections, qui veut coûte que coûte que Touba se conforme à la loi. Je ne le pense pas, et je pense que ce serait vraiment dommage que la Sénat, ou en tout cas d'autres composantes de l'État, s'agrippent sur une pratique ou une législation qui ne lie pas une ville qui a un statut aussi particulier. Et là, encore une fois, c'est l'État qui doit s'assumer, puisque le président Macky Sall lui-même avait décidé, depuis son accession au pouvoir, de conférer un statut particulier à Touba. Il l'a affirmé et réaffirmé aux autorités de la confrérie. Et je pense qu'il faut, c'est là qu'il faut aller. C'est-à-dire que la question électorale, c'est une question, pour moi, qui est une question de détail. La question première, c'est la question du statut particulier sur laquelle... La République est une et indivisible. Mais évidemment, mais je vous le dis, les républiques les plus développées dans le monde ont des exceptions territoriales. Et il faut que l'État du Sénégal légifère là-dessus et accepte que Touba, que d'autres localités, que peut-être d'autres parties de notre territoire soient des exceptions et des statuts un peu particuliers, qu'on ne soit pas dans cet universalisme, dans ce jacobinisme qui va trop loin, alors que même les pays à partir desquels on les copie ont aussi des exceptions territoriales. Oui, là, ce serait un précédent dangereux. Le sud du Sénégal a le conflit le plus vieux du monde, la Casamance qui réclame son indépendance. Si demain Touba bénéficie d'un statut particulier, la Casamance également va se radicaliser dans son souhait à obtenir l'indépendance. Pas du tout, pas du tout. Moi, je pense que l'unité et la diversité doivent être les logiques qui se conjuguent pour construire le territoire et pour construire la nation. Si on voulait que tous les Sénégalais soient des Wolofs, ce ne serait pas possible. Si on voulait que tous les Sénégalais sortent du même moule de l'école, ce ne serait même pas possible. Donc il faut que ça s'applique aussi sur le territoire, que l'État conjugue harmonieusement l'unité du territoire et les diversités. Je sais que l'État joue avec ça, mais comme je vous dis, depuis le début, depuis Senghor, depuis Abdou Diouf, donc pendant tous les règnes de présidents au Sénégal, la question s'est toujours posée. Et c'est une question qui gêne tout le monde, parce que c'est comme si on ne s'assume pas assez. Et on devrait pourtant clairement dire que telle ville a tel statut particulier, donc il est géré de telle manière parce qu'il a telle spécificité. Ça n'a aucune conséquence sur l'unité du territoire national. Au contraire, ça consolide
la cohérence territoriale et ça consolide la nation sénégalaise. Aujourd'hui, toutes les villes qui sont des lieux de conservation de notre culture, auxquels les Sénégalais se réfèrent du point de vue de leur religion, du point de vue de leur culture, du point de vue de leurs valeurs, doivent être protégés. On est dans un contexte international qui fait que il y a des agressions de toutes parts. Donc l'État doit, pour certaines zones qui ont des vocations touristiques, dire c'est une zone que je dois protéger du point de vue touristique. Ça, c'est une zone que je dois protéger du point de vue religieux. C'est ça la modernité dans la gestion d'un territoire. C'est conjuguer l'unité et la diversité. Oui, aujourd'hui, des menaces même planent sur la tenue de ces élections à cause de cette liste controversée de Touba. Est-ce que Touba va prendre la responsabilité historique d'avoir contribué à un report des élections locales pour n'avoir pas respecté la loi? Je ne pense pas que Touba et le cas unique de Touba puisse être le prétexte pour reporter les élections. Mais moi, je ne serais même pas gêné qu'il n'y ait pas d'élection à Touba. Parce que, comme je vous dis, c'est une exception territoriale sur un titre foncier d'une confrérie. Donc, si le calife décide qu'il n'y aura pas d'élection à Touba, s'il décide d'avoir un mode de gestion qui est particulier à son titre foncier, c'est aussi son droit. Je ne suis pas juriste, mais je suis sûr que cette question, elle est déjà réglée. On ne peut pas, sur un titre foncier particulier, faire jouer tout ce qu'on fait jouer dans les autres territoires de la République. C'est clair, peut-être. Donc vous ne serez pas gêné si demain il n'y aura pas élection à Touba? Non, parce que comme je vous dis, ces élections sont des compromis pour formaliser et pour ressembler un tant soit peu aux autres collectivités locales du pays. Mais fondamentalement, comme ce n'est pas une compétition, électorale, c'est la liste du calife qui est unique et qui va faire l'objet d'un vote. Donc il n'y a pas de compétition. Le calife peut très bien conduire la liste. Et chaque fois qu'on a d'ailleurs posé cette question avec le fait que Serigne Saliou ait été mis sur la liste de la dernière fois, et tout ça m'avait semblé bizarre en tant que chercheur sur cette ville, puisqu'il n'y avait rien de particulier là-dessus. Ça a toujours fonctionné comme cela. C'est le responsable de la liste, c'est le calife. Il peut choisir d'être sur la liste, de se désister après, comme il peut choisir de mettre directement des gens qu'il aura désignés à partir de la consultation de la. Sauf que là, dans le cas de Serigne Saliou, c'est Ablaye Wade qui l'avait mis tête de liste en 2002. C'est discutable. Je ne pense pas qu'il puisse mettre Serigne Saliou de son propre, à son insu. Il a eu l'aval de Serigne Saliou. Je pense. Et donc, l'actuel calife pouvait valablement choisir de mettre son nom sur la liste. Bien sûr. Et en cas d'élection, quel poste occuperait-il? Bon, ça aussi, ça dépend de lui. Je pense qu'il pourrait être élu sur le maire. Ça dépend de lui. Encore une fois, tout ça reste très souple et très ouvert. Oui, Touba bénéficie d'un statut particulier, même si ce n'est pas de manière formelle. Et Touba également fait l'objet de beaucoup de convoitises, surtout de la part des hommes politiques. À l'approche d'élections, c'est la ruée vers Touba. Comment faut-il l'expliquer? Bon, ça aussi, c'est une partie de l'argumentaire que je présentais tout à l'heure. Pourquoi le monde politique, le monde diplomatique, le monde syndical, tout ce monde a besoin de cette ville comme régulateur social? Pourquoi tout ce monde a besoin du calife comme régulateur social? Cela montre très clairement que ces personnalités ne sont pas des Sénégalais comme les autres. Les villes qu'elles gèrent ne sont pas des villes comme les autres. Et donc, on a toujours connu au Sénégal, et avec une profondeur historique assez importante, cette implication des acteurs religieux dans l'espace politique. Cette implication est allée d'une participation à la création de certains partis à
formulation d'une fonction tribunicienne du marabout qui prend la parole pour les populations. Et aujourd'hui, avant, ils étaient les électeurs, les grands électeurs qui pouvaient donner des ndigueuls à leurs disciples. Aujourd'hui, eux-mêmes sont des élus. Certains marabouts sont à l'Assemblée nationale, d'autres sont même membres du gouvernement. Donc, leur insertion dans l'espace politique est devenue de plus en plus importante. Et il se pose aujourd'hui la question de la reconnaissance de ce statut, de la reconnaissance profonde de ce statut particulier des personnalités religieuses. Parce que justement, c'est comme si la laïcité, comme on l'a conçue depuis le début de nos indépendances, est une laïcité qui exclut la possibilité d'une entente cordiale, d'un contrat social entre les autorités politiques et les autorités religieuses. Et toute la littérature sur le Sénégal démontre que le véritable contrat social sénégalais, qui a été à la base de sa stabilité politique et sociale, c'est cette imbrication entre les autorités religieuses et les autorités politiques. Justement, il y a l'actuel président qui qualifiait les marabouts de citoyens ordinaires. Commentaire? Évidemment, lui-même ne le pense pas. Ah oui. Oui, même s'il l'a dit, il ne le pense pas. Tout le monde sait que lui-même ne considère pas les places fortes des confréries comme des territoires comme les autres, ne considère pas ces personnalités comme des personnalités, des personnes ordinaires au Sénégal. Donc ça, c'est effectivement des dires d'hommes politiques. Sauf que là, lui, il ne s'agenouille pas devant le marabout, comme le faisait par exemple Abdoulaye Wade. C'est sa manière de faire. Même s'il se considère comme un talibé. Oui, bon, pour moi en tout cas, ils ont tous le même respect et la même considération pour ces marabouts. Ils connaissent le rôle éminemment utile socialement, économiquement, culturellement, religieusement, politiquement de ces marabouts. Ils savent qu'ils dirigent des communautés importantes de plusieurs millions de personnes. Donc, ils savent que c'est des personnalités qui ne sont pas ordinaires, sur qui ils doivent s'appuyer pour diriger ce pays. Tous les présidents sénégalais qui sont passés par là le savent très bien et pratiquent très bien cette imbrication entre les deux pouvoirs. Un jour, je posais la question à monsieur l'ambassadeur de France lors d'une rencontre, qui me posait la question, mais pourquoi tout le monde est intéressé par Touba? Je lui ai dit, mais pourquoi vous-même vous y allez? Parce qu'effectivement, même le monde diplomatique sénégalais fait ses visites. Et la raison, elle est très claire, c'est qu'on sait ce qu'elle représente dans ce pays et la légitimité, toutes les légitimités qu'elle représente. Oui, vous dites que le président ne pense pas ce qu'il dit quand il traite ou bien qualifie les marabouts de citoyens ordinaires. Mais c'est sous son magistère qu'un certain Cheikh Béthio Thioune, qui semblait intouchable, a été arrêté et emprisonné. Donc là, il est fidèle à sa logique, non? Moi, je ne pense pas que le fait de considérer quelqu'un comme une personnalité importante le soustrait de la loi. La loi, elle s'applique à tout le monde. Donc, ça n'a rien à voir pour moi. Donc, si un marabout, n'importe lequel, a des problèmes avec la justice, le président de la République a le devoir de respecter la liberté de la justice par rapport à ce citoyen. Et qu'est-ce qui a expliqué un peu le silence de Touba sur le cas Cheikh Béthio Thioune? Il n'y a pas, comme je vous dis, les personnalités religieuses au Sénégal sont sages, puisqu'ils savent très bien que la loi doit s'appliquer aussi à leurs disciples. Et le fait d'avoir, je pense qu'il y a eu beaucoup de cas dans l'histoire du Sénégal où le marabout a laissé faire la justice. Donc je ne vois aucune raison que le khalife intervienne sur ce cas-ci de Cheikh Béthio et non pas dans d'autres cas. Donc il y a un cas Cheikh Béthio à l'intérieur même de la confrérie mouride. Bon, je ne peux pas dire qu'il y a un cas Cheikh Béthio du point de vue de la justice. Évidemment, Cheikh Béthio est une personnalité très importante dans la confrérie, qui a des milliers de disciples. Souvent controversée.
C'est vous qui le dites. C'est un constat. Bon, je sais que c'est une personnalité particulière. Ses pratiques, sa manière de faire est particulière. Mais la confrérie, elle est aussi très diverse. Et quoi, ça indispose Touba, sa manière de faire particulière? Ah, je ne saurais le dire. Je ne saurais affirmer cela. Parce que je pense que la confrérie est organisée de telle manière que tout ce qui gêne ou tout ce qui n'est pas en phase avec la ligne de conduite souhaitée par le khalife est dénoncé. Donc je ne pense pas que ce soit le cas. Ok. Est-il vrai qu'il y a un froid dans les relations entre l'actuel président et la ville de Touba? Là aussi, je n'irai pas jusque-là. Comme je vous dis, moi je suis chercheur, donc je regarde les choses avec aussi une certaine, à partir d'une certaine profondeur historique. Je ne vois pas d'évolution particulière depuis 2 ans dans les relations entre Macky Sall et le pouvoir de Touba. Il y est allé en visite régulièrement et il y a des rencontres régulières entre les autorités de la confrérie et la présidence de la République. Donc je ne vois pas de problème particulier. Ok. Donc les relations entre Macky et Touba sont au beau fixe. Là aussi, beau fixe, ça veut dire extraordinairement... ah oui, donc c'est pas extraordinaire. Non, je ne le pense pas. Je ne pense pas... par exemple, ce que j'observe, c'est que il y avait plus de liens, des liens plus forts entre Abdoulaye Wade et le centre de la confrérie qu'entre Macky Sall et le centre de la confrérie. Et qu'est-ce qu'il explique? Bon, on est quand même passé, et là on pourrait même, j'ai écrit, je suis en train de publier un livre avec quelques collègues là-dessus, sur le passage de Abdoulaye Wade, du président talibé, puisque c'est une période assez particulière quand même dans l'histoire des relations entre l'État et les confréries. Abdoulaye Wade a assumé, certainement plus que les autres, son appartenance à telle ou telle confrérie, donc à la confrérie mouride notamment, et a joué sur cette appartenance du début à la fin de son mandat, en considérant la confrérie comme sa première base. Oui, quitte à se mettre à dos le reste de la communauté musulmane. Voilà, oui. Et la confrérie elle-même a considéré également Abdoulaye Wade comme l'un des siens, considérant que c'est un mouride qui est maintenant au pouvoir. Donc ce jeu a considérablement été présent dans la période du règne d'Abdoulaye Wade et indisposant même certains membres de la confrérie, puisque cette proximité introduit aussi trop le jeu politicien dans l'espace confrérique, ce qui était un peu gênant pour beaucoup de personnes. Et ce qui n'est pas le cas pour Macky Sall. Bon, ça n'a pas l'intensité et ça n'a pas la profondeur qu'on a connue quand même durant la période d'Abdoulaye Wade. Oui, certains invoquent même la place de l'argent, parce qu'il se dit que Abdoulaye Wade injectait beaucoup d'argent à Touba et Macky ne le fait pas. Est-ce vrai? Je ne peux pas dire que c'est vrai, mais tout le monde sait que les services que l'État donne aux confréries et aux mouvements religieux en général, ça pose le même problème que le statut particulier. C'est comme si l'État n'avait pas le droit ou n'assume pas assez officiellement le fait d'appuyer des communautés religieuses, comme si c'était gênant dans la laïcité que nous connaissons au Sénégal. Alors que c'est quelque chose qui doit être connu, transparent, assumé, que l'État du Sénégal appuie telle et telle ville, appuie telle et telle confrérie, parce que cette confrérie fait des activités qui ont une utilité sociale, une utilité économique. C'est ça qu'il faut arriver à objectiver, à ne pas le considérer comme du domaine de l'interdit ou du tabou. Je pense que c'est de ça qu'il faut sortir aujourd'hui, que l'État du Sénégal s'assume plus dans la particularité de sa société. Moi je dirais que l'État a un péché de laïcité. C'est comme si la laïcité chez lui signifiait le fait de s'interdire d'assumer officiellement
l'appui aux confréries, le fait de décerner des statuts particuliers ou ce genre de choses. Comme je vous dis, les pays que nous copions les plus et nous copions souvent mal ont eux-mêmes les mêmes types de pratiques pour la consolidation de leur nation. Et nous, on a besoin de mettre du lien entre les composantes de nos nations. Moi, je pense que, par exemple, si on a connu des conflits dans d'autres pays, en Afrique de l'Ouest, que ces conflits ne sont plus des conflits entre pays, c'est des conflits internes. C'est parce qu'on ne connaît pas assez les liens qui tissent ces sociétés pour que l'État s'appuie dessus pour les consolider. C'est pour ça que ces liens se défont. Et justement, l'État du Sénégal ça fait longtemps que nous l'écrivons, que nous le disons, qu'il doit s'appuyer sur les véritables légitimités qui existent au Sénégal pour consolider pour se perpétuer et pour consolider sa durabilité. Aujourd'hui, il y a la question du Ndigal, la fameuse consigne de vote qui a contribué à réélire Senghor à plusieurs reprises et même Abdou Diouf. Il se dit que le Ndigal est en désuétude, c'est une méthode éculée, dépassée. Le Ndigal est-il effectivement dépassé, docteur? Je ne pense pas que ça soit complètement dépassé. Encore une fois, peut-être que pendant longtemps, on a aussi exagéré l'effet du Ndigal sur l'électorat. Aujourd'hui, on n'a plus de Ndigal central venant des centres des confréries, mais on a des Ndigal périphériques qui ont aussi leur sens dans les espaces où ces Ndigal-là sont donnés. Et comme je vous dis, là aussi, c'est très comparable à ce qui se fait ailleurs. Les grands électeurs, ça existe dans toutes les démocraties. Donc, c'est comme si c'était une particularité sénégalaise, alors que ça n'en est pas une. Oui, on a vu certains marabouts donner des consignes de vote en faveur d'Abdou Diouf à l'époque. Malgré tout, Diouf a perdu. Oui, évidemment. Ce qui était la thèse du caractère dépassé du Ndigal. Non, je pense que si on doit parler de caractère dépassé, c'est par rapport au temps. Est-ce qu'aujourd'hui, les khalifs ou les marabouts donnent des Ndigal ou pas? Je pense que certains marabouts continuent à donner des Ndigal, même si les centres des confréries, ayant développé des relations importantes avec toutes les composantes de l'espace politique sénégalais, ne veulent plus prendre parti et ont choisi d'être de plus en plus neutres, de jouer les rôles de facilitateurs, de jouer le rôle de régulateur social. Et pour moi, c'est aussi très salutaire, mais c'est un acte politique. Ça a un sens politique, ça montre que tous sont intéressés par ce qui se passe dans ce pays, la stabilité de ce pays, la paix dans ce pays. Oui. Aujourd'hui, on note une prolifération des daïras mourides. Dans pratiquement chaque quartier, il y a des daïras. C'est quoi? Signe d'une vitalité confrérique, ou bien vous pensez que ça peut être l'objet d'éventuelles dérives? La confrérie mouride s'est développée au Sénégal et dans le monde à travers des structures qu'on appelle des daïras. Ces daïras sont des instruments de mobilisation des membres de la confrérie, des lieux de pratique en commun de leur religion, et ce sont aussi des espaces très importants de socialisation des mourides en général et des Sénégalais en général si on va à l'étranger. Et ce sont donc des structures très, très importantes. Et la confrérie mouride s'est toujours appuyée sur les daras et les daïras pour se disséminer dans le monde et élargir ou en tout cas diffuser, disséminer son message. Donc cette prolifération, comme vous dites, même si le terme ne s'y est pas trop, est une étape importante de la dissémination de la confrérie, et elle est aussi considérée comme une des forces qu'il faut encadrer. C'est encadré. Tous les daïras, tout daïra que vous voyez a un lien avec un marabout de la confrérie qui lui donne des ndigal, qui lui demande de faire ceci ou cela. Il n'y a aucun daïra qui est un singleton quelque part. Ça, je peux vous l'affirmer. Voilà. Nous allons avancer un peu, docteur Cheikh Gueye, pour parler du loyer.
vous êtes également spécialiste en la matière. Alors, le gouvernement a pris la décision de procéder à la baisse du prix des loyers. Ça fait juste 5 mois. Malgré tout, entre les bailleurs et les locataires. Pensez-vous que la décision a été bien étudiée ou bien le gouvernement s'est trop vite emballé? D'abord, c'est une question qui est complexe, qui n'est pas facile à régler. Donc, il faut aussi faire ce constat-là. Je constate que l'État a une vraie volonté politique pour trouver des solutions. Donc, je le salue. Je sais que plusieurs membres du gouvernement connaissent très bien cette question. J'ai participé à une étude avec le ministre Aly Ngouille Ndiaye et quelques collègues pour les Nations Unies sur cette question du logement. Et c'est la dernière publication qui a été faite sur cette question au Sénégal, qui s'appelle Le profil du logement. Et je vous dis qu'il y a effectivement des solutions d'urgence et il y a des solutions qui sont plus liées au moyen et au long terme. Et il faut que l'État puisse jouer sur tous ces temps. L'État a fait dans l'urgence. Voilà. Là, ce que l'État a fait, c'est agir sur les prix du loyer pour les faire baisser. C'est un aspect très important, effectivement. Mais ça ne règle pas évidemment le problème du loyer. Le problème du loyer étant lié au fait que Dakar est de plus en plus exigu, il y a une croissance démographique extraordinaire, que les Sénégalais ont de plus en plus de mal financièrement à obtenir leur propre maison. Et là, effectivement, le loyer a explosé. Il y avait aussi quelques facteurs qui venaient de la sous-région, le fait qu'il y ait eu le conflit ivoirien, ça a contribué à gonfler une certaine bulle immobilière. Maintenant, cette bulle quand même s'est un peu cassée. On voit de plus en plus de maisons à louer qui ne trouvent pas preneur. Mais c'était parce que c'était trop cher. Et je pense que l'État a eu raison d'appuyer sur ce levier pour faire baisser les prix. Oui. Mais évidemment, ça ne règle pas tout le problème. Ça génère aussi beaucoup de conflits et ça demande encore beaucoup de régulation. Et je pense que l'État n'a pas fini d'agir sur d'autres leviers, notamment bien cartographier le territoire national, mais aussi l'espace dakarois en termes de coût du loyer, et l'État doit aussi encadrer l'obtention de maisons, l'obtention de crédits pour construire. Il y a énormément de facteurs sur lesquels il doit intervenir pour que à moyen terme et à long terme, le problème du loyer au Sénégal soit réglé fondamentalement. Oui. Une telle décision, c'est-à-dire celle qui consiste à baisser le prix des loyers, peut-elle prospérer à Touba vu le caractère particulier de la ville? Touba est une ville où le loyer ou la location est très 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 faible. Puisque là, la particularité de Touba, c'est que son urbanisation, sa logique urbanistique, c'est l'anticipation. Ce n'est pas comme Dakar. À Touba, le Khalif produit des centaines de milliers de parcelles qui attendent les disciples, qui attendent les demandeurs. Donc c'est pour ça que personne n'a intérêt à louer, sauf ceux qui viennent passer 2 mois et vous pourrez le constater sur place, le loyer est très très faible du point de vue du coût. Donc ça aussi c'est une des spécificités très importantes de Touba par rapport à toutes les autres villes du Sénégal. L'éducation, c'est un domaine, un secteur qui vous tient à cœur. Oui. L'éducation qui est en crise au Sénégal. Chaque année pratiquement on frôle l'année blanche. L'enseignement supérieur également n'est pas mieux loti. Vous, qu'est-ce que vous en pensez de cette problématique de l'éducation au Sénégal? Je fais partie avec quelques collègues de l'espace public sénégalais à un groupe de sur l'éducation au Sénégal. Et après plusieurs années de travaux, nous on considère qu'il faut refonder. Il faut refonder l'éducation au Sénégal. On ne peut pas gérer, ou en tout cas réparer un système qui est mort. Ah oui, il est mort. Pour nous, le système éducatif. Pour nous, le système éducatif sénégalais, qui a été conçu depuis l'indépendance, est mort. Il ne produit que des chômeurs, ses contenus sont inadaptés, il produit de l'injustice
contre les handicapés, l'injustice contre les langues nationales, il produit de l'injustice produisant beaucoup de chômeurs. Et il produit surtout de la confrontation. Mais c'est curieux, un système qui grège pratiquement l'essentiel du budget du Sénégal. On dit 40% du budget est alloué à l'éducation et vous dites que le système est mort. Oui, c'est contradictoire. Pour moi, il faut le refonder. L'État lui-même fait le constat puisqu'il décide de faire des assises nationales d'éducation. Et le principe retenu par les assises, c'est de refonder le système du primaire au supérieur pour en faire une école inclusive, qui ne soit pas une école parallèle ou antagonique à l'autre école qui intéresse une très bonne partie des populations sénégalaises, dont l'État doit garantir le droit. C'est les daara et l'éducation religieuse. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que l'État conçoive un système commun au daara et à l'école considérée comme occidentale. Et que ce système, cette unification puisse permettre de prendre en charge les différentes demandes d'éducation qui sont faites au Sénégal de manière égale. Parce qu'il y a une vraie injustice. L'État soutient un système et rejette l'autre système vers le privé. Comme si il a des enfants qu'il soutient et des enfants qu'il ne soutient pas. Ça, c'est une injustice fondamentale et partout où ça s'est fait, cela a produit des sociétés de confrontation. Tout ceci n'est pas étranger à ce qui se passe aujourd'hui au Nigeria, oui, avec Boko Haram, oui, ce qui se passe au Mali, ce qui se passe au Niger et ailleurs. Dans tous ces pays, ils ne se sont pas interrogés sur ce qui lie, ce qui tisse les nations. On a l'impression qu'en Afrique de l'Ouest et au Sénégal aussi, que l'État est contre la nation. L'État ne se nourrit pas de la nation, l'État ne se nourrit pas des spécificités de la nation. Et là, l'éducation est la clé. Il faut que l'État passe par l'éducation pour reconstruire une société unique et non pas une société de confrontation. Oui. L'intégrisme qui gagne du terrain en Afrique, l'exemple de Boko Haram, vous l'avez cité tout à l'heure. L'intellectuel que vous êtes, que pense-t-il de cette problématique, la montée en puissance de l'intégrisme? C'est exactement ce que j'étais en train de dire. C'est cette pratique de soutien d'une école, de rejet de l'autre, qui fabrique cette société de confrontation. Qu'une partie de la société dise tel type d'éducation est haram. Alors que l'État est le garant normalement de tous les systèmes d'éducation qui existent dans ce pays et doit les considérer au même pied d'égalité. Et l'extrémisme s'est beaucoup développé dans la sous-région parce que l'État a laissé aussi prospérer des initiatives privées financées de l'extérieur avec des logiques et des contenus qui n'ont rien à voir avec nos sociétés. Et quand ceci prospère largement dans les différents pays, ça donne effectivement, quand il y a des déclencheurs, ça donne des conflits. Et c'est très possible au Sénégal. Oui, okay. Donc le Sénégal n'est pas à l'abri. Surtout quand on qui se réclame de votre confrérie en tenir pratiquement une milice privée. Je vous dis que effectivement, ce sont des pratiques. Cette question, elle n'est pas très liée à ce qu'on venait de dire sur l'éducation. Mais évidemment, si on laisse prospérer des pratiques, des groupes qui sont marginales, qui arrivent à gérer des milices ou à les entraîner et à les armer. Évidemment, ça s'est passé dans d'autres pays et ça a produit Boko Haram. Nous avons toujours eu au Sénégal une tradition avec les confréries soufis d'une certaine stabilité. Et c'est pour ça qu'il faut s'appuyer sur eux pour construire la nation. Ils ont été déjà, comme le dit un de mes collègues, des incubateurs de la nation. Il faut les consolider là-dessus. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que l'État doit assumer le fait de les appuyer, de les soutenir, puisqu'ils sont en fait les moteurs. Ils peuvent être les moteurs de notre développement. Est-ce que les marabouts ne sont pas souvent en train également de vivre de la misère des autres? Parce que ce n'est pas parce que les jeunes sont désœuvrés qu'il faudra les entretenir dans une milice, quand même. Je ne pense pas. Et ça aussi, c'est vraiment l'analyse ou le regard
très occidentalisant qu'on a connu pendant les premières périodes de nos indépendances, avec nos intellectuels qui ont toujours dit ça, les gens de gauche qui disaient oui, c'est de l'exploitation de telle classe par telle classe. Je pense que même les gens qui faisaient ces analyses-là ont complètement changé de perspective, devenant eux-mêmes des membres de ces confréries. Donc l'idée ici, c'est que même pauvres, les gens ont besoin d'être ensemble, d'être encadrés, d'être éduqués. Et ces espaces où ils se retrouvent dans les daïras sont des espaces de socialisation et d'éducation très importants. Qu'est-ce qu'ils feraient ou qu'est-ce qu'ils seraient si ces espaces n'existaient pas? C'est la question qu'il faut se poser. Et vous avez réponse à cette question? Il constituerait sans doute des recrues faciles pour d'autres groupes extrémistes. Donc il vaut mieux qu'ils soient encadrés dans des groupes connus, reconnus, qui ont un ancrage national sénégalais profond, que par d'autres groupes qui viendraient de l'étranger et qui l'ont fait au Mali, faisant entrer une partie de la jeunesse malienne dans une guerre qui ne les concernait que très peu. Oui. Et quel est votre avis sur la problématique des Baïfal, les Baïfal qui sillonnent les rues et qui souvent même donnent une mauvaise image même de la confrérie mouride? C'est une question qui est complexe. Il y a beaucoup de déterminants historiques qu'il faut maîtriser pour véritablement être clair sur que signifie le baïfalisme, qui est dedans, qui n'est pas dedans, qui est légitime, qui n'est pas légitime. Je ne pense pas que ça soit l'objet de notre débat aujourd'hui, mais je veux dire que, en tout cas, à l'intérieur de la confrérie, il y a une gestion de toute cette diversité des croyances et des catégories, des composantes. Et ça aussi, c'est une leçon des confréries à nos démocraties. C'est-à-dire qu'il y a une diversité, effectivement, mais il y a un lien commun. Et on s'appuie plus sur ce lien commun que sur les choses qui divisent. Oui. Mais est-ce que le Baïfal doit-il se mettre en haillons, lobol sous les aisselles et se faufiler dans les rues? Est-ce que ça ne donne pas une mauvaise image du Baïfal, qui, on le sait, est quelqu'un très fidèle à son maître? C'est quelqu'un qui a décidé de faire un sacerdoce pour Allah et sa religion, et qui a décidé de se dépouiller. Donc, le fait, il n'est pas dit que tous les Baïfal doivent être en haillons, mais le fait d'être en haillons, c'est déjà un signe de dépouillement. Et ça doit être considéré comme une qualité et non pas comme un défaut. Et quand on voit des gens qui naissent, qui se donnent comme sacerdoce, de ne faire que le travail au service des autres, on doit les respecter. Je pense que, encore une fois, il y a une vision très superficielle de ce que sont ces gens-là, qui est très dommageable. Et encore une fois, c'est pour ça que les Sénégalais doivent se découvrir entre eux et se découvrir positivement, c'est-à-dire considérer ce qui est bien chez l'autre, considérer positivement ce qui est l'autre, et non pas le considérer toujours négativement. Oui. Le jour du Magal de Touba, décrété chemin et payé, est-ce une bonne nouvelle pour vous, les Mourides? Absolument. Moi, je pense que, comme on le disait tout à l'heure pour le statut particulier, c'était même anormal qu'une fête soit une fête aussi importante pour autant de Sénégalais ne soit pas considérée comme férié, chômé et payé. On dit qu'il y a trop de jours fériés au Sénégal. Fallait-il en rajouter? Mais il faut en diminuer. Et il faut diminuer dans le bon sens. Oui. Donc il faut adapter. Il faut s'adapter. Je pense qu'on aurait pu diminuer des jours fériés qui, même dans les pays où on les a copiés, ont été enlevés, Absolument. Ont été annulés. En France, par exemple, en ils France, sont en train de revenir sur Donc, pas mal de choses. Moi, je pense qu'il faut diminuer effectivement les jours fériés, mais il faut aussi adapter selon le calendrier qui convient le plus aux Sénégalais, puisque tout cela, c'est pour les Sénégalais. Voilà. Docteur Cheikh Gueye, merci.
Merci infiniment. Vous êtes géographe, spécialiste des territoires et des villes, du religieux, des migrations. Ça a été un plaisir pour nous de vous avoir reçu pour une première fois sur ce plateau d'opinion. Merci infiniment. Je vous remercie, le plaisir est partagé. Voilà. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Rendez-vous dimanche prochain. Au revoir.